Me voici à Glanum, une cité antique nichée au cœur des Alpilles, aux portes de Saint-Rémy de Provence. Ici, au milieu des pins et des roches blanches, se dessine l'une des plus anciennes villes de Provence, fondée il y a plus de 2600 ans, où se croisent héritage gaulois, grec et romain. Je vous propose de partir à sa conquête. Venez, suivez mes pas. Avant de devenir romaine, Glanum est d'abord un site gaulois. Mais pourquoi s'être installé ici, au cœur des Alpilles? Tout simplement parce que cet emplacement permet le contrôle de l'une des deux routes qui permet de passer d'un côté à l'autre des Alpilles. Donc ces Saliens, ce peuple gaulois, va faire du commerce et puis on le voit bien, on est dans un vallon et c'est simple pour la défense. Ils vont mettre des défenses tout le long des crêtes. Ce sont donc les Saliens, ce peuple celto-ligure, qui installent les tout premiers habitats ici? Oui, absolument. Ils vont s'installer à Glanum parce qu'il y a de l'eau. Il faut de l'eau pour pouvoir vivre et ils vont se trouver une source. Et cette source, ils vont la dédier à un dieu. Ce dieu, c'est le dieu Glan et à des déesses de la santé qui s'appellent les Glancae. Mais c'est très profond. Oui, absolument. Il y a un bassin creusé dans la pierre, l'arrivée de la source au fond sur la gauche. Oui. En fait, on ne connaît pas quel était le rite. On peut penser quand même que c'est un rite par immersion, puisque vous voyez bien qu'on a là des marches qui permettent d'aller dans le bassin. Là, on est réellement au centre de ce qui va faire Glanum depuis l'âge de bronze. On sait, aujourd'hui on a fait des analyses, elles n'ont aucune vertu si ce n'est d'être de l'eau de source. Je veux rajeunir. Est-ce que ça marche? Oui. Source de jouvence. Ah, ça marche tout de suite. Dans toutes les religions, l'eau a une importance salvatrice, une importance de retirer les péchés chez les chrétiens, mais aussi, comme d'autres rites, guérisseur. Agrippa, le général, vient à Glanum pour se soigner. D'accord. Dans cette source précisément? Dans cette source, on a juste au-dessus une dédicace qui nous dit que Agrippa est venu. La légende nous dit que Agrippa a un problème de jambes. Il vient à Glanum. Il suit le rite de la source sacrée, ça c'est un mystère, et il en sort guéri. Et c'est à partir de là que les Romains vont se réapproprier ce culte. Glan, donc c'est l'origine du mot Glanum finalement. Absolument, et on en a la certitude puisqu'on a trouvé une monnaie frappée du nom de Glanum qui est aujourd'hui dans les collections des archives nationales. Et au IIe siècle après Jésus-Christ, changement radical de visage pour Glanum parce que les Grecs arrivent. Oui, ces Grecs s'installent sur le pourtour méditerranéen et leur influence va aller beaucoup plus loin que les cités qu'ils créent. Alors cette influence, elle se traduit dans l'architecture. On va avoir des bâtiments qui ressemblent, qui sont à la mode grecque. Et cette interpénétration culturelle va aller jusqu'à avoir des inscriptions en gallo-grec, c'est-à-dire du gaulois traduit en grec. Et parmi les constructions typiquement grecques, on en a une là, juste derrière nous, ce qu'on appelle le bouletorion. Et qu'est-ce que c'est? Alors c'est une salle d'assemblée dans les cités grecques. C'est là où se réunit la boulée, c'est-à-dire cette assemblée de citoyens avec, vous voyez, ces gradins. On s'asseyait pour débattre des grands problèmes de la cité. Et comme à chaque fois dans ces villes antiques, il y a des dimensions religieuses, on a même ici un autel votif, un autel à tête de taureau. C'est l'origine de la démocratie, ce genre de structure? Oui, alors on le sait, la démocratie naît dans les cités grecques autour de ce principe que le pouvoir appartient au peuple à partir du 5e siècle avant notre ère.
Oh, et là, Bernard, c'est un dauphin qu'on voit sur ces rouleaux ioniques? Oui, c'est un dauphin qui est un symbole pas très commun pour une cité qui se trouve dans les terres, Oui. mais c'est un symbole avant tout grec qui signifie la paix. C'est peut-être pas tout à fait un hasard. L'idée que, effectivement, certains débats pouvaient être peut-être agités Oui. et que avoir un peu de paix, de réflexion était une bonne idée. Alors croyez-moi, cette petite montée vaut le détour parce qu'on arrive au Belvédère. Et alors de là, on peut observer 8 siècles d'occupation. Mais comment la ville s'organisait-elle, du moins à la période romaine? La cité, on pouvait la diviser en 3 espaces. Le premier espace au sud, juste ici, qui était le centre de la vie religieuse. Ensuite, le deuxième espace au centre, où il s'agissait ici de tout ce qui était politique et administratif. Et pour terminer, on avait le quartier résidentiel et les thermes. Mais on a du mal quand même à imaginer l'étendue réelle de Glanum. C'était une grande ville. Effectivement, à l'époque romaine, elle faisait une vingtaine d'hectares. Et aujourd'hui, le public ne voit que 10% de celle-ci. Ah oui! Ce qui équivaut à 2 hectares de visite aujourd'hui. Et alors ici, on a un décor naturel absolument spectaculaire. Qu'est-ce qu'on voit là tout autour de nous? Alors effectivement, juste en face de nous, au sud, on a le mont Gossier. Derrière, on a le mont Ventoux. Et au nord, on a la ville de Saint-Rémy. Est-ce qu'il faut imaginer qu'à l'époque des Romains, c'était à peu près le même décor? Non, on n'avait pas du tout le même paysage. À l'époque romaine, tout était défriché. Ah, donc il faut imaginer que de la roche en fait. Oui, donc les collines étaient nues, ouais. Quand on arrive à Glanum, ce qui nous interpelle immédiatement, c'est ce temple. C'est un des temples géminés qui est un peu le symbole du culte impérial, c'est ça? Absolument. Nous avions 2 temples, donc le terme géminé vient de là, jumeaux en fait. D'accord. Ce sont 2 temples jumeaux. Alors attendez, 2 temples. Là, il y a celui-là ici, mais l'autre, on le voit plus. On le voit plus. Ce que nous voyons là, c'est une reconstitution. C'est ce qu'on appelle une anastylose, c'est-à-dire Très scientifique. un nom très compliqué Oui. pour dire reconstitution, Oui. mais partielle d'un monument. Pourquoi partiel? Parce que c'est une décision compliquée. On n'a pas les hauteurs, on n'a pas les largeurs exactes. Ah, Donc on va refaire quelque chose qui se rapproche au mieux de ce que pouvaient voir les habitants de Glanum au 1er siècle de notre ère. et là, ce temple, il servait à quoi exactement? Alors, le culte impérial de la famille impériale est fondamental dans la société romaine. Auguste devient un dieu et on va automatiquement avoir un culte pour l'empereur, mais aussi pour l'entièreté de la famille. Nous sommes à présent dans un lieu fascinant. Ça s'appelle le puits à Dromos et c'est unique en France, Andrea, parce qu'on a un état de conservation extraordinaire. Absolument. Alors ici, on est dans un puits qui date du 2e siècle avant Jésus-Christ, qui a une profondeur de 10 mètres pour un diamètre de 3. Et c'est ce qu'on appelle un puits à dromos. Donc dromos, c'est du grec, qui signifie voie, VOIE ou couloir. Et cette voie ou ce couloir est matérialisé ici par la volée d'escalier qui mène directement à l'eau. Mais finalement, c'est assez proche de la source que j'ai pu voir tout à l'heure avec Bernard. Oui, effectivement, parce qu'en fait cet endroit était probablement lié à un culte autour de l'eau, puisque ce puits à dromos faisait face à un temple dont on a retrouvé quelques vestiges et on pense qu'il y avait une divinité en rapport avec l'eau qui devait être honorée. Et qu'est-ce qu'on a retrouvé à l'intérieur de ce puits? Alors on a retrouvé des masques de théâtre en pierre, des dédicaces impériales. C'est-à-dire? Alors des dédicaces impériales, des hommages en fait rendus par la population de Glanum à certains empereurs. Donc on imagine des dédicaces en marbre, des grandes plaques en marbre, notamment pour l'empereur Caracalla et Marc Aurèle. Donc j'imagine qu'avec toutes ces sources, j'en ai déjà vu 2 et celle-ci gigantesque, enfin ce puits gigantesque,
Les thermes romains devaient être très fastueux avec toute cette eau qui arrivait en quantité. Effectivement, à l'époque romaine, on avait un besoin en eau qui était considérable. Et à l'époque gauloise, on se contentait de l'eau des Alpilles et de l'eau de pluie. Mais à l'époque romaine, on va acheminer de l'eau issue d'un lac qui existe toujours, qui est le lac du Pérou. Et cette rotonde là, Andrea, on dirait une construction médiévale presque. Qu'est-ce que c'est? Alors, il s'agit de la curie qui, à l'époque romaine, était le siège du Sénat local. Et alors par là-bas, on a tout un quartier d'habitation, c'est ça? Oui, ici, absolument, on a un quartier d'habitation qui date du IIe siècle avant Jésus-Christ, qui était d'abord occupé par les plus riches familles gauloises et puis ensuite par les plus riches familles gallo-romaines. Donc là, si on se trouvait au IIe siècle avant Jésus-Christ, on pourrait imaginer que ici, c'est ma maison, c'est ça, Andrea? Et comment ça se constituerait exactement? Alors absolument, en fait vous seriez très chanceuse puisqu'ici on se trouve dans une maison avec des propriétaires qui étaient aisés. On le voit à plusieurs choses. Déjà la superficie de cette maison qui faisait quand même 580 mètres carrés. Ah oui. Sur un rez-de-chaussée et réparti également sur un étage. Donc il faut imaginer que ces colonnes là qui nous entourent supportaient un plancher? Absolument, oui, oui. Donc déjà ça c'est la première chose et la seconde chose ce sont les équipements qui sont toujours visibles aujourd'hui, notamment le bassin au centre de la maison et les colonnes qui l'environnent. Donc le bassin c'était carrément une piscine qu'ils avaient là pour se rafraîchir ou plutôt pour se laver? Alors non, il s'agissait d'un impluvium. Alors, il faut imaginer que au centre de la maison, on avait en fait un bassin et surtout un toit à ciel ouvert. Et lorsqu'il pleuvait, l'eau de pluie venait s'engouffrer dans ce bassin et c'était une citerne. Donc on récupérait l'eau de pluie pour les besoins de la vie quotidienne. Tout autour, on avait les pièces à vivre de la maison. De ce côté, on avait ce qu'on appelle chez les Romains le triclinium, qui est le salon en fait. C'était notamment ici que les banquets se déroulaient lorsqu'on avait nos invités. À l'étage, c'était les chambres? À l'étage, les chambres. Et alors, de part et d'autre, à gauche, à droite, on avait d'autres pièces? Absolument, on a pu en déterminer certaines, grâce notamment à la canalisation qui prend comme son point de départ ici au niveau du bassin. Ah oui. On a pu déterminer que le trop-plein du bassin venait s'écouler par ici. Oui. Et lorsqu'on suit la trajectoire de cette canalisation, on peut supposer ici qu'il y avait par exemple la cuisine. Ici, on a les latrines, probablement les toilettes. Et pour terminer, eh bien, la trajectoire de cette canalisation allait direction la rue et surtout les égouts. Et les égouts, ça c'est une création des Romains? Alors ça date du IIe siècle avant Jésus-Christ, donc ce sont probablement les Grecs qui ont amené ce savoir aux Gaulois. Et alors nous entrons dans un autre espace tout autant fascinant, dédié à la Bona Dea, au cœur du marché grec. Oui, alors en fait, au départ, cette zone est un marché et il y a une transformation d'une partie de cet espace en un espace dédié à une déesse, une bonne déesse, avec en particulier cet autel qui est caractérisé par cette couronne et ces deux oreilles. C'est un autel plutôt lié au culte de Cybèle et d'Attis, mais que cette bonne déesse écoutait les prières, les demandes de ceux qui venaient se recueillir devant cet autel. Alors là, je vois inscrit Laureia. Pourtant, vous m'avez dit que c'était pas le nom de la déesse. Laureia, c'est qui alors? C'est une prêtresse. C'est elle qui a donné cet autel à la ville. Et nous voici à Saint-Rémy de Provence, au cœur de la ville, pour découvrir un autre joyau, l'autel de Sade. Et c'est ici que sont précieusement conservés tout ce que vous avez pu découvrir sur le site de Glanum? Absolument, Glanum est découvert en 1921 et très vite il a fallu trouver un lieu pour stocker tout ça. Là on est dans un hôtel particulier qui date de la Renaissance à peu près? Oui, de la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance. Il a été construit par Balthazar de Sade. Les Sade sont une vieille famille de Provence. Ah mais c'est donc rapport avec le marquis de Sade qu'on connaît tous. Voilà, c'est un ascendant du marquis qui construit cet hôtel particulier. Je vous invite à rentrer. Il va tous ensemble là. On a hâte de découvrir vos trésors. À peine entré dans cet hôtel particulier qu'on découvre déjà un musée dans le musée. En fait, ici, nous ne sommes pas à Glanum et pourtant, on a des termes romains. Oui, alors partout dans Saint-Rémy,
on a des traces de cette présence romaine et l'hôtel de Sade a été construit effectivement sur des termes romains. Alors ici, vous êtes dans la palestre, c'est-à-dire l'espace où on faisait le sport, et puis vous avez ici un premier bassin. Ah oui, on voit les cheminées, les conduits, là, c'est ça, avec les briques? C'est ce qu'on appelle les hypocaustes. Les hypocaustes, en fait, c'est le système de chauffage. En fait, on ne chauffe pas l'eau, on chauffe l'air. Donc on va chauffer de l'air qui va circuler entre ces pilettes et qui va chauffer l'eau des bassins. En théorie, on a 3 bassins, oui. Un bassin d'eau chaude, un bassin d'eau froide, d'eau tiède, pardon, et un d'eau froide. Et puis vous avez aussi une piscine, ce qu'on appelle une natatio, que nous avons encore à l'intérieur de l'hôtel. Et parmi les pièces les plus remarquables de cet hôtel de Sade, nous avons ce fameux guerrier accroupi. Qui est-il? Que fait-il? Alors c'est probablement effectivement un chef guerrier qui est représenté en position de décision, peut-être est-il dans une assemblée. En tout cas, il est assis en tailleur, il est bien droit et il porte encore une fois sur ses vêtements des bijoux, des pièces, le torque gaulois, un biceps au bras, une tunique un petit peu à la grecque. Et on retrouve, ce qui est quand même assez incroyable sur ces éléments qui remontent peut-être entre le 5e et le 3e siècle avant notre ère, des traces de polychromie. Donc on peut imaginer comment était ornée la statue, qu'elle était colorée et qu'il y avait un vêtement représenté avec des petites traces de polychromie, des petits traits qui semblent représenter un petit losange. Donc c'est un peu rouge-marron, là il faut imaginer que ça soit rougeoyant, la tenue gauloise. Gauloise ou aussi avec des influences peut-être grecques, puisque c'était des guerriers, des mercenaires qui allaient servir dans la Méditerranée et qui pouvaient revenir avec des tenues, des habitudes qui se retrouvent dans la statuaire. Et ce guerrier accroupi, on l'a retrouvé où sur le site de Glanum? On l'a retrouvé proche des remparts, donc on peut penser que c'était des éléments peut-être de culte aussi, qui représentent la puissance guerrière, la position de ce peuple de Gaulois. Là, nous avons 2 célèbres femmes représentées, Octavie et Livie. Quelle est leur histoire? Ce sont des proches de l'empereur Auguste. Très précisément, Livie était l'épouse de l'empereur, Octavie sa fille. Ce sont des statues en marbre qui ont été retrouvées à proximité des temples à Glanum, marbre de Carrare probablement, ce qui permet d'affirmer que les temples de Glanum étaient destinés au culte impérial. Et Hercule, la statue d'Hercule qui était l'objet d'un culte près de la source de Glanum. Sur ce linteau, il paraît qu'on exposait des têtes, des crânes. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Effectivement, nous sommes à la période gauloise, celto-ligure de Glanum, et effectivement, sur ce linteau de dimensions conséquentes, on exposait les têtes des ennemis décapités sur le champ de bataille. C'est ici que les crânes devaient être fichés sur des pics de métal, des crânes préalablement embaumés, et étaient exposés ainsi dans l'espace public du village. Ce sont ici les crânes et vous voyez sur le sommet la trépanation, le petit trou qui permettait certainement de ficher ces crânes sur le linteau en pierre. Sont conservées également ici des mosaïques remarquables. Où est-ce qu'elles étaient sur le site de Glanum? Ces mosaïques, elles étaient certainement dans des maisons. Ces deux-là ont été retrouvés dans les thermes, mais dans des maisons du 1er siècle avant notre ère, les domus. On a par exemple la mosaïque du Capricorne qui présente une frise, des dauphins stylisés, un avant-buste d'une chèvre, d'où la mosaïque du Capricorne. Les couleurs, la polychromie, la diversité des motifs, c'était quand même l'apanage des plus riches. Ce sont dans les belles maisons et les salles de réception où l'on pouvait trouver ces décors probablement un peu plus détaillés. Mais je suis vraiment surprise de voir l'état de conservation extraordinaire de ces mosaïques, même les couleurs des différents petits carreaux de mosaïque. Elles ont été protégées pendant des siècles, ces mosaïques. Elles ont été protégées par la terre. Le site était complètement enseveli et de ce fait, elles sont restées à l'abri du soleil, de la météo et elles sont en bon état de conservation. Et puis ce sont des petites tesselles de marbre, des petites tesselles de marbre de couleur qui sont un peu plus dures et qui ont certainement résisté au temps. Vous
Vous exposez aussi des chapiteaux à figures d'une très grande finesse. Ce sont des éléments sculptés très intéressants avec 4 portraits sur chaque chapiteau qui peuvent représenter des personnalités gauloises ou peut-être des divinités. En tout cas, certains sont ornés du collier, du torque gaulois, ce fameux gros collier en or avec des tampons qui symbolisaient leur rang dans la société gauloise. On a en même temps un travail très raffiné, des petites boucles extrêmement fines, comme vous disiez. Et là, nous avons un très grand privilège. Nous sommes dans les réserves de l'hôtel de Sade. Et dans ces réserves, eh bien, de précieux trésors sont conservés. Qu'est-ce que vous avez exactement? On garde ici, dans cette réserve de Sade, les objets les plus fragiles et puis des petits objets. Le gros lapidaire est dans une réserve externalisée et on garde à l'hôtel de Sade les choses les plus précieuses, comme ce magnifique objet qui est une bague en cristal de roche à visage féminin. C'est tout à fait magnifique. J'ai jamais vu ça. Alors, il en existe très peu. Mais elle n'a pas été retouchée, elle est Non. intacte. Elle est à peine abîmée. J'ai tellement envie de la glisser à mon doigt, on n'a pas le droit de faire ça. Non, on n'a pas le droit. Et puis vous avez vu, il faut un tout petit. Ah oui, mais justement, mon petit doigt, Non. regardez, il est fait pour. Non. Ah. Vous voyez, quand j'insiste. Oh, regardez, là, c'est un moment incroyable que je suis en train de vivre. Mais on peut pas aller plus loin que On ne ça. peut pas aller plus loin. Non, parce mais qu'après, sans doute. je dois vous couper le doigt. Non, vous ne coupez pas le doigt, mais sans doute que là, ce que je porte autour de mon auriculaire, eh bien, une femme Oui. au IIe siècle Oui. l'a porté, sans doute à un autre doigt. J'ai des frissons là. C'est des objets qui montrent cette incroyable virtuosité des artisans. C'est émouvant parce que on s'imagine qu'à un moment ou un autre, peut-être un mari, un fiancé, Mais oui, cette bague a une un histoire. père bien sûr, ouais. a offert ça à son épouse, à sa future fiancée, à sa fille. Et puis, elle l'a perdu, elle l'a égaré. Puis un beau matin du XXe siècle, un archéologue l'a trouvée. On peut la voir aujourd'hui à l'hôtel de Sade. S'il vous plaît, Bernard, donnez-la à moi. Non. Désolé, Ariane. Franchement, c'est un On bijou, va- c'est le cas de le dire. On va la remettre précieusement. Oui. Merci Dans pour sa ce grand mallette. privilège. Je vous en prie. Et puis, vous voyez, vous avez ceci qui est très joli. Et vous voyez, c'est une mère allaitante. Et là, oui, on reconnaît l'enfant ici, Oui, hein, le bébé. absolument. Ouais. Vous voyez, ces traces noires, Oui, on pense que c'est des traces de fumée. d'accord. Alors, soit ça a été dans un incendie, soit c'était près d'un hôtel domestique avec des lampes. Mais vous voyez, c'est un côté toujours très émouvant. Qui sont-ils? On ne sait pas, mais c'est toujours très très joli. Ah, mais disons, Bernard, c'est drôlement coquin par là. Ce sont des phallus en Oui, érection, c'est ça? des représentations du dieu Priape, qui est un dieu très populaire dans la mythologie romaine. Et ici, on est également très novateur, car archéologie rime avec nouvelle technologie. Regardez, derrière moi, Livy est en train d'être imprimée en 3D. On a scanné la tête de Livy et elle est en train d'être imprimée. C'est du fil qui vient de bouteilles de plastique recyclées. C'est collant. Nous sommes capables de faire des petits modèles ou des grands modèles. Ce n'est pas seulement un gadget, ça a de véritables implications dans notre vie quotidienne, dans la recherche. Là aussi, vous avez utilisé encore cette nouvelle technologie, l'imprimante 3D. Absolument. Il nous manquait sur ces acrotères cette volute. On a scanné la volute, on l'a travaillée et on a obtenu cette partie qui est une partie manquante et qui nous permet de mieux comprendre l'œuvre sans être agressif puisque cette partie-là est entièrement amovible. Allez, à présent, on prend un petit peu de hauteur. Et là, croyez-moi, on a une chance exceptionnelle. On va pouvoir avoir accès au sommet de cette tour habituellement fermée au grand public. Et oui, parce que regardez, d'ici, on a une vue exceptionnelle sur Saint-Rémy de Provence, notamment sa somptueuse collégiale. Et puis, un peu plus au loin, vous voyez également les Alpilles. Si vous souhaitez à votre tour visiter comme moi le site de Glanum et
l'hôtel de Sade. Sachez que les deux sites sont ouverts toute l'année avec des horaires qui varient en fonction de la saison. Prix de l'entrée pour le site archéologique 9 €, mais c'est gratuit pour les moins de 18 ans. Et puis sachez que vous pouvez également acheter un billet jumelé qui vous permettra de visiter les deux sites à la fois.